Selon vous, quel est le plus grand empire du monde? Celui d'Alexandre le Grand? Celui de l'Empire romain? Les empires coloniaux européens? Salut à tous, c'est Neonatio Oceano, et aujourd'hui, on va parler du véritable plus grand empire du monde. L'histoire de l'Empire mongol. À l'origine, il existait plusieurs peuples mongols. Ils vivaient tous dans les steppes d'Asie centrale, ce qui correspond aujourd'hui à la Mongolie, la Russie et une partie de la Chine. Ils se battaient régulièrement entre eux. Avant le célèbre Gengis Khan, il y eut plusieurs tentatives d'unification, comme en 1161. Cependant, elles échouaient toutes. Il faudra attendre 1187 pour qu'une unification réussisse enfin. C'est cette année que Temujin, l'ancien nom de Gengis Khan, devient Khan, c'est-à-dire roi. À partir de là, son règne va devenir une succession de conquêtes et de batailles. Dès son accession au pouvoir, il va défaire deux tribus, les Taïtioutes puis les Tatars, et contrôlera toute la Mongolie orientale. D'ailleurs, avant qu'on continue, saviez-vous qu'il n'existait aucune représentation de Gengis Khan qui a été faite de son vivant? Cela veut dire que l'on ne sait pas du tout à quoi il ressemblait. En 1203, il tue le roi des Kérates, qui avait pourtant recueilli à la mort de son père. Mais attends, pourquoi il l'a tué? Il avait été pourtant super sympa avec lui. En le recueillant à la mort de son père. Il devait au moins avoir une bonne raison de faire ça, non? Tu peux nous dire laquelle? En fait, dans sa volonté d'agrandir son empire, Gengis Khan a attaqué la tribu des Kérates. Leur chef a essayé de se barrer discretos, mais il s'est fait tuer par ses alliés parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc c'est pas vraiment de la faute de Gengis Khan s'il est mort. L'année suivante, en 1204, il soumet deux autres tribus de l'ouest de la Mongolie. Il ne reste alors quasiment aucun territoire mongol qui résiste encore à Gengis Khan. En 1206, il est nommé Chinggis Khagan, c'est-à-dire Khan universel. Les Ouïghours, inventeurs de l'écriture mongole, se rallient à lui en 1209. Il s'attaqua par la suite à la Chine, en commençant par les Xia, puis par les Jin, dont la capitale était l'actuelle ville de Pékin. Même après s'être occupé de l'est de l'Asie, la soif de conquête de Gengis Khan ne s'était toujours pas assouvie. Il se tourna donc vers l'ouest, et dans un premier temps vers la Perse. Cependant, le dirigeant perse, le Shah Ala ad-Din Muhammad, conclut une alliance avec notre cher Khan, déclarant qu'il régnerait sur l'Occident et que le Khan, lui, régnerait sur l'Orient. Cela aurait dû stopper l'expansion incroyable de l'empire de Gengis Khan, ou au moins pour un petit bout de temps. Cependant, cela ne s'est pas passé comme ça. Dès que l'accord a été conclu, Khan apprit qu'une caravane venant de Mongolie a été massacrée par le Shah. Mais attends Anno, il est complètement con ce chat. Il vient de conclure la paix et il s'attaque direct à des hommes de Gengis Khan. J'espère pour lui qu'il s'est arrêté là. Malheureusement, il n'a pas eu la même intelligence que toi, Neonachos. Mécontent, Gengis Khan lui avait envoyé des ambassadeurs pour comprendre la raison de ses actes. Mais le Shah s'est dit que c'était sans doute une bonne idée de tuer un ou deux émissaires et d'humilier les deux autres. Mais attends, il est vraiment pas doué ce souffrant. Gengis Khan a dû le massacrer d'une manière incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Gengis Khan, ne pouvant supporter ce qu'a fait le Shah à ses hommes, il envoyait une immense armée de cavaliers sur la Perse. La soif de conquête de Gengis Khan ne s'est toujours pas assouvie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il se lance en 1219 à la conquête de l'Empire turc, qui se situait dans l'actuel Ouzbékistan. Après de terribles massacres, il se tournera vers l'Inde, mais sera rapidement stoppé parce que le climat ne lui convenait pas. Oui, il a été arrêté parce qu'il faisait trop chaud. En 1221, il s'aventure en Russie, et 3 ans plus tard, il soumet enfin les Turcs. Ce sera là sa dernière prise de territoire. L'empereur rentra en Mongolie en 1225. Il mourra 2 ans plus tard, en 1227, à Qingshui,
une ville d'une actuelle province chinoise. C'est ainsi que se termine son règne, après environ 40 ans au pouvoir. Son empire s'étend alors de l'Europe à l'Asie, de la mer Caspienne à l'océan Pacifique, faisant de son territoire le plus grand jamais contrôlé avant les temps modernes, avec une superficie de tout de même 33,2 millions de kilomètres, c'est-à-dire environ 3 fois l'Europe ou 615 fois la France. Après Gengis Khan, son empire sera divisé en 4. Au nord-ouest règne son fils aîné, dont la dynastie se nomme la Horde d'Or. Au sud-ouest, les îles Khan de Perse, où règne son plus jeune fils. Au centre, le Khanat de Jagatai, avec son deuxième fils. Et enfin, à l'est, la Chine des Huans, fondée par son petit-fils Kubilai Khan. Cependant, l'unité mongole ne se reproduira plus jamais, malgré des tentatives comme celle du célèbre Tamerlan. La religion mongole. Les Mongols ont admis une multitude de religions, étant au carrefour de diverses civilisations. La religion principale était le tangrisme, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les Huns. Vu qu'on a déjà parlé de cette croyance, je vous invite à aller voir notre vidéo sur les Huns, car on ne s'attardera pas sur ce sujet aujourd'hui. Cette croyance date de l'Antiquité et perdra de l'influence au 8e siècle après Jésus-Christ, car elle sera remplacée par le manichéisme. Le manichéisme est fondé par un Perse en 300 après Jésus-Christ, et résulte d'un mélange entre le zoroastrisme, le bouddhisme et le christianisme. Le principal aspect de cette religion est l'opposition entre le bien et le mal, dont le combat est le fondement de la religion. Cependant, le machinéisme sera de nouveau remplacé par le tangrisme. Gengis Khan lui-même se disait héritier de Tangri. Cependant, Gengis Khan tolérait fortement les autres religions, comme le taoïsme, l'islam ou le nestorianisme. Cependant, le bouddhisme joue également un rôle de plus en plus important en Mongolie. L'armée mongole. Mais comment peut-on expliquer que Gengis Khan ait réussi à fonder un empire aussi vaste? Comment était composée son armée pour qu'elle soit si puissante? Comment faisait-il pour qu'aucun territoire ne lui résiste? Pour répondre à toutes ces interrogations, intéressons-nous d'abord à comment était composée son armée. Comme les Huns, plusieurs siècles auparavant, elle était quasi exclusivement composée d'archers à cheval. Cependant, étant peu nombreux, les Mongols n'utilisent que la cavalerie légère, c'est-à-dire capable de rapidement attaquer ou de se replier, disposant ainsi d'une très forte mobilité et permettant aussi d'économiser un maximum la vie des guerriers. Au niveau de la stratégie, les Mongols appliquaient un concept opérationnel dit opératique. Cela voulait dire qu'ils ne suivaient pas que le plan prévu au départ, mais s'adaptaient en fonction de la situation. N'importe quel officier pouvait décider d'une modification du plan initial. Cela ne voulait pas dire que les campagnes n'étaient pas préparées à l'avance, bien au contraire. Les Mongols se concertaient au cours d'une assemblée nommée Kuritai, afin de décider du plan futur et de la tactique qu'ils adopteront. Pour cela, ils se basaient sur des rapports d'espions. Ils connaissaient ainsi tout le territoire, la stabilité politique, le moral du peuple des territoires qu'ils attaquaient, permettant ainsi d'élaborer les plans les plus adaptés possibles. En temps de combat, l'armée était divisée en 4. Il y avait les éclaireurs qui se situaient tout devant et qui se renseignaient en direct sur les mouvements ennemis, la météo, etc. Juste avant l'armée se trouvait l'avant-garde, capable à elle seule d'affronter une armée. Enfin, on trouvait les flancs-gardes et l'arrière-garde qui étaient là pour contrer les éventuels renforts ennemis. Pour prendre la ville, les Mongols avaient 2 stratagèmes basés sur la terreur. Ils l'utilisaient généralement pour convaincre la ville de se rendre sans qu'il y ait de bain de sang. Cependant, si la ville refusait, ils la pillaient, la brûlaient, la rasaient et exécutaient toute sa population. Leur second stratagème, basé sur la peur, leur permettait de s'assurer que les peuples conquis ne se rebellent pas. Car s'ils essayaient de s'affranchir de la domination mongole, leurs conquérants leur appliquaient le même sort qu'aux villes qui refusaient de se rendre. Leur armée se divisait en 5 catégories. Tout en bas, il y avait les unités de base ou pelotons, composées de 9 cavaliers dirigés par un commandant. Un escadron était composé de 9 pelotons, plus celui du commandant du peloton, soit 100 hommes. La Gourane était constituée de 10 escadrons, soit 999 hommes, plus leur chef. Et enfin les Touman se situaient au sommet de la pyramide et étaient constitués de 10 000 hommes. Ils avaient entre 2 et 25 Tourman dans l'armée mongole. La cohésion de toute cette armée était assurée par une discipline à toute épreuve. Au niveau de l'équipement, les soldats de l'armée mongole avaient tous un arc, qui avait tout de même une portée d'environ 300 mètres. Ils portaient aussi une épée courte pour le combat rapproché, même s'ils l'évitaient. Au niveau des protections, ils portaient tous des armures en cuir, ce qui leur permettait de se protéger un minimum,
tout en gardant une mobilité maximale. De plus, si une flèche perçait l'armure, elle ne touchait pas directement la plaie à cause de la soie, ce qui limitait grandement les infections et sauvait beaucoup de vies. D'ailleurs, fun fact, les Mongols ont été les premiers à se servir de bombes. Cependant, malgré toutes ces qualités, cette armée avait des défauts très handicapants. Tout d'abord, les Mongols n'étaient que 3 millions et il y en avait qu'une proportion encore plus faible, environ 500 000 de Mongols bleus, c'est-à-dire les Mongols d'origine. Ce nom vient de la tache bleue que l'ensemble de la population mongole portait. Un autre point faible de l'armée de Gengis Khan était qu'ils étaient incapables de se battre dans une petite zone, car la cavalerie ne pouvait pas se mouvoir à sa guise. Ils essayaient donc de forcer leurs ennemis à se battre dans des grandes étendues. Les Mongols ne possédaient pas non plus d'armée navale, ce qui les a empêchés de prendre le Japon par exemple. Ils furent également arrêtés par certains climats, comme celui de l'Inde dont nous avons déjà parlé. Toutefois, leurs renseignements leur permettaient la plupart du temps de contourner ces problèmes climatiques. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Salut à tous, c'était Anno et Neonachos, restez curieux, sur ce, ciao.